Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est la section S11A, donc la première partie là, de la section 11. Oui, donc aujourd'hui, on va parler des galaxies. Dans la première partie, ça va être les galaxies, on va voir tout le temps juste une seule galaxie à la fois. Puis dans la deuxième partie, là, la section S11B, on verra l'interaction qui peut exister entre plusieurs galaxies, donc quand en fait deux galaxies se foncent dedans ou entrent en interaction ensemble. Euh, donc voilà, fait qu'on va parler bien sûr de notre galaxie à nous, qui s'appelle la Voie lactée, mais dans l'univers, il y a évidemment d'autres galaxies, il y en a des milliards de galaxies. Donc nous, on est juste une galaxie parmi des milliards. Puis on va voir un peu les caractéristiques de notre galaxie. On va voir là, est-ce que notre galaxie c'est une grosse galaxie, est-ce que c'est une petite galaxie comparativement à d'autres galaxies. On va voir un petit peu comment elle est faite, c'est quoi sa forme, c'est quoi sa taille, puis on va la comparer tout ça avec les différentes galaxies. Fait que c'est sûr que pour observer la galaxie qui est la nôtre, là, la Voie lactée, c'est un défi en soi parce qu'on habite nous-mêmes à l'intérieur de notre galaxie, évidemment. Hein, le Soleil, c'est une étoile qui est en orbite là, autour du centre de la galaxie. Fait que c'est pas nécessairement évident d'observer notre propre galaxie à nous, puisqu'on habite à l'intérieur. Fait que ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va observer d'autres galaxies. Puis en observant plusieurs galaxies, on s'est rendu compte qu'il y en a pas une si grande variété que ça. Les galaxies se ressemblent, il y en a quelques sortes différentes, mais notre galaxie, on se doute qu'elle ressemble bien à d'autres galaxies. Et en observant ces autres galaxies-là, ça nous donne une idée de comment la nôtre, elle est faite. Donc, ceci dit, on est quand même capable d'observer notre propre galaxie à nous. Et une des choses qu'on a faites, entre autres, c'est qu'on a regardé là, jusqu'au centre de la galaxie pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Okay. Et pour faire ça, un petit détail en passant, c'est qu'il faut passer par des différentes longueurs d'onde, pas nécessairement le visible, parce qu'en visible, donc toute la lumière là, qui est entre 400 nanomètres et 700 nanomètres, ce qui arrive, c'est que, comme on le verra plus tard, là, dans la galaxie, il y a beaucoup de matière. On appelle ça des nuages interstellaires, il y a de la poussière aussi, et ça va bloquer la lumière visible. Par contre, il y a d'autres longueurs d'onde, comme les infrarouges, dans ce cas-ci, qui arrivent là, à traverser beaucoup plus facilement cette poussière-là, finalement, et ça nous permet d'aller voir là, qu'est-ce qui se passe au centre de la galaxie. On y reviendra tout à l'heure, justement, là, qu'est-ce qu'il y a plus précisément là, au centre de la galaxie. Mais ça, sinon, si vous essayez d'observer la galaxie, on peut le faire à l'œil nu. Okay? Si vous allez dans un milieu là où il fait très sombre la nuit, comme par exemple en pleine forêt ou sur le bord d'un lac, quelque chose comme ça, si vous regardez dans le ciel la nuit, vous allez voir bien sûr plein d'étoiles. Vous allez voir aussi une espèce de zone, une espèce de bande blanche comme ça dans l'espace. En fait, ce que vous voyez là, c'est notre galaxie vue par la tranche. Okay? On voit comme la tranche là, de la galaxie. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre galaxie s'appelle la Voie lactée, parce que nos ancêtres, là, quand ils regardaient ça dans le ciel, ça fait une espèce de bande blanche. La Voie lactée, ça veut dire une voie de lait, hein, comme une espèce de ligne blanche comme ça que dans l'univers. Okay. Fait que, comme je disais tout à l'heure, comme nous on habite dans notre galaxie, le mieux qu'on peut voir, c'est ça ici. On voit juste comme une espèce de partie là, de notre galaxie. Si on pouvait voir notre galaxie vue de l'extérieur, elle ressemblerait probablement plus à quelque chose comme ça. Donc, qui est un type de galaxie qu'on appelle des galaxies spirales, parce que, bon, justement, ça dessine des espèces on appelle ça des bras spiraux, on va en parler dans quelques instants. Donc, ça dessine une forme là, qui ressemble légèrement à une spirale. Maintenant, pour faire attention, si vous voyez des schémas comme ça, par exemple, sur Internet ou dans des articles scientifiques, dites-vous bien une chose, c'est que c'est sûr et certain que si vous voyez une image qui ressemble à ça, c'est sûr et certain que ce n'est pas notre galaxie. Okay? C'est une autre galaxie nécessairement, parce que pensez-y, pour prendre une image comme ça de notre galaxie, ça prendrait une sonde spatiale qui serait sortie à l'extérieur de notre galaxie et qui soit située à ce moment de notre galaxie et en prendre une photo. Et ça, c'est vraiment pas fait, là, parce que notre galaxie, on va le voir tantôt, là, elle mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. Donc, pour prendre une photo comme celle-ci, il faudrait qu'une sonde se trouve là environ à cette distance-là, environ à une centaine, environ à 100 000 années-lumière du centre de notre galaxie. Et ça, c'est pas le cas du tout. Là. Les sondes les plus loin sont même pas rendues à une année-lumière du Soleil. Donc, fait que quand vous voyez des images comme ça, c'est évidemment pas notre galaxie, c'est d'autres galaxies. Celle-ci, là, en particulier, c'est une image de la galaxie qui s'appelle NGC 1232, qui est située là à 100 millions d'années-lumière de distance. Okay. Voilà, donc il faut juste faire attention à ça. C'est ça, donc,
notre galaxie fait partie d'un type de galaxie qui s'appelle les galaxies spirales. On parlera des galaxies elliptiques tout à l'heure, qui sont autre chose. Mais nous, c'est des galaxies spirales. Puis une des caractéristiques, c'est évidemment là, que ce qu'on appelle les bras spiraux. Okay? Qui sont définis par des formes comme ça qui partent du centre puis qui vont partir vers l'extérieur et décrire une forme de spirale. En fait, ces bras spiraux-là sont de couleur assez bleutée, hein, comme vous le voyez. Et pourquoi ils sont de couleur bleutée? Pourquoi pas de d'autres couleurs que ça? Ben, la réponse, c'est ça s'explique par les diagrammes Asher. Donc, on a déjà parlé un petit peu des diagrammes Asher, de c'est quoi. C'était pour classifier les étoiles selon leur luminosité, selon leur température. Et dans le diagramme Asher, on voit que les étoiles les plus lumineuses, donc les étoiles qui se trouvent là le plus en haut du diagramme Asher, ben, selon la série principale, ce qu'on appelle des fois la séquence principale ou la série principale, ben, en général, les étoiles sont placées le long de cette séquence-là. Donc, la majorité des étoiles qui ont une grande luminosité sont aussi les étoiles qui se retrouvent le plus à gauche du diagramme Asher. Ça correspond aux étoiles qui sont les plus chaudes. Donc, les étoiles de type O ou les étoiles de type B, type spectral. Okay. Et ces étoiles-là, comme elles sont très chaudes, ben, elles ont tendance à émettre davantage de bleu que les autres étoiles. Leur pic de luminosité, la lame de pic, là, peut être dans la couleur bleue, ou même des fois c'est dans l'ultraviolet, mais ça fait en sorte que ça émet plus de bleu que les autres couleurs. Fait que c'est sûr que si vous avez des grosses étoiles comme ça qui sont très 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 lumineuses puis qui émettent plus de bleu que les autres couleurs, ben en moyenne, ça va faire en sorte que ça va ressortir plus bleu. Okay. Donc, il y a des étoiles partout. C'est juste que dans les zones ici, qui s'appellent les bras spiraux, il y a une plus grande concentration d'étoiles bleues. Puis comme les étoiles bleues émettent, ben, elles sont très chaudes, émettent plus de lumière que les autres, ben, cette couleur-là ressort un peu plus. Et ce qui peut arriver aussi, c'est que ça peut, il y a d'autres phénomènes qui peuvent un peu comme augmenter cette luminosité bleue-là. Par exemple, des régions qui s'appellent les régions H2 qui se trouvent proches de ces étoiles-là, qui vont bien réfléchir là, la lumière bleue. Fait qu'en tout cas, c'est une combinaison de phénomènes. Fait que tout ça, on appelle ça des traceurs, parce que ça va laisser justement des traces bleutées là, assez facilement visibles là, dans l'espace. Okay? C'est ce qui va donner un peu la forme des galaxies quand on les observe. Fait que ça, c'est pour les galaxies spirales en général. Okay. Mais si on se concentre un peu plus précisément sur notre galaxie à nous, la Voie lactée, ben on peut regarder un petit peu le Soleil, comment il est placé dans la galaxie. Ben, le Soleil, premièrement, il est situé à 26 000 années-lumière du centre de la galaxie. Dans notre exemple, nous, le Soleil, ça pourrait représenter là, le petit rond jaune qui est là. C'est-à-dire que notre galaxie, en tout, elle mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. Okay. Et le Soleil, lui, il se trouve environ à 26 000 années-lumière du centre de la galaxie. 26 000, c'est quasiment la moitié de tu sais, quand on prend 100 000 années-lumière de diamètre, donc ça fait 50 000 années-lumière de rayon. Nous, on est à 26 000 années-lumière du centre. Donc, on est pas mal là situé exactement à mi-chemin là, entre entre le pourtour de la galaxie et le centre de la galaxie. Okay, donc on est à 26 000 années-lumière du centre. Okay. Et fait que le Soleil, ainsi que plusieurs autres étoiles, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils tournent, hein, sont en orbite autour du centre de la galaxie. Et ce qui arrive, c'est qu'on dit que la galaxie a une rotation différentielle. Qu'est-ce que ça veut dire, une rotation différentielle? Ça veut dire que ce ne sont pas toutes les étoiles qui tournent à la même vitesse et au même rythme. Okay. Et comme l'animation le suggère ici, ce qui arrive, c'est que les étoiles qui sont situées plus près du centre de la galaxie vont tourner plus rapidement. Ça va leur prendre moins de temps à faire un tour complet de la galaxie. Alors que les étoiles qui sont plus à l'extérieur, comme l'étoile bleue ici dans ma simulation, ben eux, ils prennent plus de temps pour faire un tour complet. C'est exactement l'équivalent du système solaire. Hein. Les planètes qui sont proches du Soleil tournent plus vite, les planètes qui sont plus loin du Soleil tournent plus lentement. On retrouve exactement le même phénomène là, au niveau de la galaxie. Donc c'est ça, le Soleil, comme toutes les autres étoiles, là, il est en orbite autour du centre de la galaxie. Okay. Puis même si on regarde l'âge du Soleil, puis l'âge de notre galaxie, puis en fait aussi le temps que ça prend au Soleil pour faire un tour, là, on voit que le Soleil, ça y prend 220 millions d'années pour faire un tour complet de la galaxie. Et considérant l'âge actuel du Soleil, là, qui est environ 4,6 milliards d'années, on se rend compte que le Soleil a fait environ là, une vingtaine de tours. Depuis que le Soleil s'est formé, depuis la création du système solaire, là, le Soleil a effectué environ 20 fois le tour comme ça là, de la galaxie. Fait que ça nous donne un ordre de grandeur. On sait que le Soleil va vivre environ 10 milliards d'années. Fait qu'il va refaire encore à peu près un autre 20 tours là, d'ici à ce qu'il arrive à la fin de sa vie. Okay.
pour vous illustrer un petit peu là, le phénomène de la rotation différentielle, j'avais fait une petite application là, très très simple il y a quelques temps. Donc, imaginez que dans cette simulation-là, chaque point représente une étoile, chaque petit rond. Il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont jaunes. Là. Les rouges, c'est pour juste les repérer par rapport aux autres. Okay? Mais c'est les mêmes sortes d'étoiles. C'est très très simple comme simulation. Fait en ce moment, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une rotation solide. Donc dans une rotation solide, vous voyez que tout tourne en même temps. Donc les étoiles qui sont proches du centre et les étoiles qui sont loin du centre, ça leur prend tout exactement le même temps. Donc toutes les étoiles ont exactement la même période. Okay. Ça, c'est ce qu'on appelle une rotation solide. C'est comme si tout ça, c'était un seul gros morceau solide qui tourne en même temps. Dans la vraie vie, on sait que ce n'est pas ça. On vient de dire que dans la vraie vie, c'est une rotation différentielle. Donc, les étoiles qui sont plus près du centre vont tourner plus rapidement que les étoiles qui sont à l'extérieur. Maintenant, si on simule une rotation différentielle, qu'est-ce que ça va donner? Ça va ressembler à ça. Fait que vous voyez, les étoiles qui sont au centre tournent plus rapidement autour du centre, alors que les étoiles qui sont à l'extrémité tournent plus lentement. Fait que quand on regarde la rotation différentielle, c'est sûr que ça a tendance à créer une espèce d'effet d'enroulement. Et avec les étoiles que j'avais laissées en rouge, on peut voir justement que ça a tendance à tourner comme ça. Donc si on laisse tourner, si on laisse aller la rotation différentielle pendant un certain temps, ben ça peut ressembler à la forme d'une galaxie spirale. Hein. Donc, en ce moment, comme ça, ce qu'on voit, là, c'est à peu près la forme qu'a une galaxie spirale. Fait qu'on pourrait penser que juste le fait qu'il y ait une rotation différentielle, c'est ça qui donne la forme aux galaxies spirales. Parce qu'on dit, ben, le centre tourne plus vite que l'extérieur, donc ça va créer une espèce d'effet d'enroulement, c'est pour ça que les galaxies spirales vont avoir la forme qu'elles ont. Mais c'est pas la seule explication parce que regardez là, ça fait longtemps que ça fait quelques instants que la simulation fonctionne et l'effet d'enroulement est rendu comme trop grand. Si on suit la ligne d'étoile rouge que j'avais dessinée au début, vous voyez là, cette ligne d'étoile rouge là est faite comme plusieurs fois le tour de la galaxie et c'est comme si en ce moment la galaxie était trop enroulée sur elle-même. Okay? Et quand on regarde dans l'univers, on voit jamais des galaxies qui sont si enroulées que ça. Okay. On n'a jamais observé des galaxies spirales qui sont aussi enroulées que ça. Les galaxies spirales qu'on observe, ils ressemblent des fois à ça, mais jamais comme ça. Fait que ça veut dire que, oui, dans les galaxies, il y a un effet de rotation différentielle, mais ce phénomène-là, à lui seul, n'explique pas la forme que les galaxies vont avoir. Okay? Parce que si c'était juste la rotation différentielle, les galaxies finiraient par ressembler à quelque chose comme ça, qui est beaucoup trop enroulé comparativement à ce qu'on observe. Okay? En fait, c'est un autre phénomène qui est un petit peu plus compliqué à comprendre, qui est un petit peu plus complexe. Et c'est quelque chose qu'on appelle une onde de densité qui va se promener là, dans la galaxie. J'ai fait des petits exemples là, tout tantôt, une espèce de petite simulation pour mieux vous l'expliquer. Mais c'est ça, l'idée, c'est que il y a imaginez comme une espèce d'onde ou de vague okay, qui se promène dans la galaxie, qui tourne okay, autour du centre de la galaxie. Et l'idée est un peu une analogie qu'on peut faire avec les vagues. Comme ça, quand vous allez allez voir par exemple une game d'hockey au Centre Bell ou quelque chose comme ça, là, quand il y a beaucoup de personnes rassemblées dans un stade, là, des fois on fait la vague, hein, donc il y a une espèce de vague qui tourne comme ça autour du stade, puis quand la vague arrive, quand ça arrive à notre tour, on lève les bras, on fait du bruit là, comme les gens le font ici, on est content, puis c'est ça continue puis ça se promène. Okay, donc dans cette analogie-là, l'équivalent de l'onde de densité, ce serait un peu l'espèce de vague là, qui se promène puis qui fait le tour. Et les personnes qui sont là, ce sera un peu l'équivalent des étoiles. C'est-à-dire que c'est pas toujours les mêmes étoiles qui sont présentes dans la vague. Les personnes, elles se déplacent pas. Elles restent sur place, mais la vague, malgré tout, elle va se déplacer. Fait qu'en tout cas, c'est un petit peu l'équivalent de ça qui se produit dans la galaxie. C'est qu'il y a une espèce de vague qui se promène, comme ça, qui fait le tour autour du centre de la galaxie. Et quand la vague passe, ça accélère la formation d'étoiles. Donc, il y a plusieurs étoiles qui vont se former dans la vague et la vague elle continue son chemin puis il y a d'autres étoiles qui vont se former devant elle et ainsi de suite. Donc j'essaie de le représenter, je sais que c'est pas nécessairement évident à expliquer là, j'essaie de le représenter. Donc imaginez que l'espèce de les deux zones là, pointillées ici, donc cette zone là et cette zone là ici, ça ce serait l'onde de densité et ça va tourner.
autour du centre de la galaxie. Dans la galaxie, n'oubliez pas qu'il y a plein de matière interstellaire partout, il y a plein de poussière partout. Puis quand l'onde de densité va va comme arriver dans les zones là, où il y a beaucoup de matière interstellaire, ça va faire en sorte que cette matière interstellaire-là va se comprimer et ça va créer des nouvelles étoiles. Fait que devant l'onde de densité, là, comme ici, là, dans cette zone-là ou dans cette zone-là, c'est la même chose. Okay? Il y a beaucoup de nouvelles étoiles qui sont en train de se former. Et parmi les nouvelles étoiles qui se forment, entre autres, il y a des grosses étoiles bleues qui se trouvent en haut à gauche du diagramme H.R. qui sont très 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 lumineuses. Donc c'est seulement celles-là que j'ai représentées. Okay. Et ça va donc, elles vont se former comme quand elles se font frapper par l'onde de densité. Et maintenant, ces grosses étoiles bleues-là, oui, elles sont très massives, elles sont très grosses, elles vont émettre beaucoup de lumière, c'est pour ça qu'on va les voir davantage que les autres étoiles. Mais on avait déjà dit aussi dans un autre cours là, que les étoiles les plus massives, c'est elles qui vivent le moins longtemps. Fait que ces grosses étoiles bleues-là, elles émettent beaucoup de lumière, elles sont assez comme spectaculaires si on veut, mais elles vivent pas très très longtemps. Ce qui fait que après un temps qui est relativement court, elles vont juste disparaître, elles vont arriver à la fin de leur vie. La plupart vont juste exploser, faire des supernovas, et ce qui va rester ensuite, ça peut devenir soit des étoiles à neutrons, soit des trous noirs, ça dépend de la masse des cadavres stellaires. Okay. Mais le fait est qu'elles vont vivre un temps qui est relativement court. Donc, devant l'onde de densité, on a comme des nouvelles grosses étoiles bleues comme ça qui se forment. Puis derrière l'onde de densité, c'est comme si ces étoiles bleues-là étaient arrivées à la fin de leur vie, puis elles vont faire des supernovas, elles vont disparaître, elles vont cesser d'émettre beaucoup de lumière bleue. Donc cette zone-là va s'effacer. Okay. Fait que, en tout cas, si je vous remonte la même simulation, mais que j'enlève les petits pointillés que j'ai faits, parce que l'onde de densité pour vrai est juste invisible, c'est pas une section qui est bien définie comme ça. Fait que si je fais juste laisser les étoiles qui apparaissent puis qui disparaissent, puis que j'enlève les petits pointillés blancs, ça ressemble à quelque chose comme ça. Okay. Et vous remarquez qu'après un certain temps, si on regarde maintenant, justement, ça ressemble un peu à la forme d'une galaxie. Ça dessine ce qu'on appelle des bras spiraux. Donc ça peut faire une forme de... Là, il y en a juste 2 bras spiraux. Des galaxies en ont plus que ça. Mais en tout cas, vous voyez l'idée. Okay. C'est sûr que dans la vraie vie, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça, c'est juste une petite simulation, une petite représentation simple pour le comprendre. Mais là, ce qui arrive, c'est que dans ma simulation, les étoiles sont immobiles. Dans la vraie vie, on sait que c'est pas le cas. Les étoiles, en plus de ce phénomène-là d'onde de densité, en plus de ça, chaque étoile est en orbite là, autour du centre de la galaxie. Donc, ce serait beaucoup plus complexe que ça, ce qui se produit. Mais, en tout cas, ça donne une idée de ce qui arrive. Là. Fait en gros, c'est vraiment une onde de densité. Et quand on est devant l'onde de densité, il y a des étoiles là, très très lumineuses qui vont se former. Puis derrière l'onde de densité, c'est ces grosses étoiles-là qui arrivent à la fin de leur vie puis qui cessent d'émettre beaucoup de lumière bleue. Fait que ça dessine des espèces de bras spiraux, justement. Puis juste en passant, ces espèces d'ondes de densité-là, il faut pas chercher une explication bien poussé là, par rapport à leur existence. Et des fois, les gens se demandent, ok, mais là, pourquoi il y a des ondes de densité comme ça dans les galaxies? C'est-tu quelqu'un qui les a créées? C'est comme une intelligence supérieure qui a mis en route ces ondes de densité-là, puis là, ça tourne depuis ce temps-là. Non, la réponse est que c'est juste des phénomènes naturels qui ont tendance à se former comme ça, naturellement, spontanément. Dès que vous avez un disque de matière en rotation, il y a eu des ondes de densité comme ça qui vont se former naturellement. Okay. Ici, c'est une simulation que j'ai trouvée sur Internet. C'est pas moi qui l'a faite, cette simulation-là. Mais ça fait juste montrer que, dans le fond, on part, quand ça commence au début, c'est juste un disque de matière qui a été généré de manière un peu aléatoire. Là. Chaque pixel là, correspond à une certaine quantité de masse. Okay. Puis il y a comme un code de couleur. Là. Quand c'est plus dense, c'est rouge. Quand c'est moins dense, c'est bleu. Okay. Et cette disque de matière-là a été mis en rotation. Okay. Et après un certain temps, vous voyez que tout se met à tourner, mais juste comme ça, spontanément. Là, ils ont juste simulé la force de gravité entre les différentes parties. Là, ça peut être des étoiles, par exemple. Et vous voyez qu'après un certain temps, okay, ça prend pas beaucoup de temps. Là. Au début, ça commence à tourner, puis après très peu de temps, ça a tendance justement, la matière a tendance à se regrouper, okay, puis à former des espèces de bras spiraux, et ça ressemble là un petit peu à la forme des galaxies. Donc c'est juste pour vous dire que c'est pas, c'est ça, faut pas comme chercher une explication quelconque pour ça, c'est vraiment juste un phénomène qui se fait naturellement. Donc un disque de matière en rotation, spontanément, naturellement, ça a tendance à se regrouper et à former comme ça des ondes de densité. C'est juste une question d'énergie. C'est plus stable énergétiquement d'avoir des espèces de
d'ondes de densité puis des bras spiraux comme ça dans un disque de matière en rotation. C'est vraiment juste ça. Okay. Puis sinon, on vous donnait plusieurs caractéristiques là, de notre galaxie. L'idée, c'est pas d'apprendre ces chiffres-là par cœur. C'est pas c'est important que savoir là, que notre galaxie mesure exactement 100 000 années-lumière de diamètre, puis que le bulbe central, que le disque fait 2000 années-lumière d'épaisseur. C'est pas tant que ça les chiffres exacts qui sont importants à savoir. C'est plutôt la forme, puis c'est ça, la forme générale que notre galaxie a. Donc ça, c'est vraiment la Voie lactée, donc notre galaxie à nous. Ça, on dit vu par la tranche, hein, c'est vu comme par le côté. Okay. Donc vous avez le bulbe central, qui est une espèce de sphère, qui est au centre de notre galaxie, et notre galaxie est de forme assez aplatie, c'est principalement un disque. Hein. Fait que si on le regarde vu de côté, le disque, ça ressemble à quelque chose comme ça, d'assez aplati. Comme on disait, là, c'est 100 000 années-lumière de large et 2000 années-lumière d'épaisseur, donc c'est relativement plat quand même. Okay. Puis, c'est ça, autour de la galaxie, il y a une espèce de halo, donc une espèce de zone là, sphérique qui entoure un peu la galaxie, dans laquelle il peut y avoir quelques étoiles. Mais comme on disait ici, la grosse majorité de la matière, là, 90% de la matière dans notre galaxie se retrouve vraiment là, dans le disque principal. Okay. Sinon, il y en a 5% dans le bulbe central, puis 5% dans le halo. Fait que vraiment, le gros de la matière se retrouve dans le disque principal là, de la galaxie. Ici, vous en avez une image un peu plus en 3 dimensions. Donc ça, c'est une représentation plus en 2D, là, vue par la tranche. Ici, vous le voyez un peu plus là, en 3 dimensions. Donc, puis on voit aussi qu'il y a quelques étoiles là, qui sont représentées. Ça donne une petite idée de à quoi peuvent correspondre leur orbite. Okay. Fait que premièrement, vous voyez que dans le bulbe, pas dans le bulbe, pardon, dans le disque central, qui est comme en blanc-bleu, là, ici, qui contient 90% de la matière, là, les étoiles, ce qu'elles font, c'est qu'elles tournent toutes dans un plan. C'est quelque chose qui est très ordonné. Là. Le disque, c'est pratiquement quelque chose qui est en 2 dimensions. Et toutes les étoiles tournent dans le même sens, sur des trajectoires qui sont pratiquement circulaires hein, autour du centre de la galaxie. Fait que c'est quand même quelque chose de très régulier, de très ordonné. Alors que dans le bulbe central et dans le halo, ce sont des mouvements qui sont beaucoup plus chaotiques. Premièrement, le bulbe, c'est pas un disque, c'est vraiment plus quelque chose qu'une forme sphérique. Et vous voyez là, les petites flèches jaunes ici qui peuvent représenter l'orbite de certaines étoiles. C'est vraiment beaucoup plus chaotique. Donc, c'est pas toutes les étoiles qui tournent dans la même direction. Il y en a qui tournent il y en a qui tournent plus horizontalement, d'autres tournent plus comme sur des plans là, qui sont verticales. Vous pouvez avoir comme 2 étoiles une à côté de l'autre qui tournent dans 2 directions contraires. C'est vraiment plus chaotique. Et dans le halo, c'est un peu la même chose. Fait que c'est encore une fois une région qui est sphérique. On la voit c'est comme une espèce de sphère là, qui encercle notre galaxie. Et encore une fois, dans cette sphère-là, les étoiles tournent un peu n'importe comment. Elles tournent pas toutes dans le même sens. Il y en a qui tournent là, dans des plans plus verticaux, d'autres plus horizontaux. Ça se peut là que, comme ici, par exemple, on va avoir 2 étoiles qui sont très proches l'une de l'autre, mais qui tournent dans 2 directions différentes. Donc ça, c'est beaucoup plus chaotique. Mais rappelons quand même que le bulbe et le halo, ok, les deux ensemble, c'est juste 10% de la matière. Le gros de la matière, là, 90%, se trouve dans le disque central, dans le disque, okay? Et dans ce disque-là, c'est très régulier, okay, le mouvement des étoiles. Donc, on y reviendra plus tard, de toute façon. Fait que c'est ça, on a vu quelques caractéristiques de notre galaxie, la Voie lactée. Donc, on a parlé un petit peu de ses dimensions, on a parlé un petit peu de sa masse, pas de sa masse totale, mais en tout cas de comment la masse est répartie. Fait qu'à peu près 90% dans le disque. Okay? Mais si on veut trouver vraiment c'est quoi la masse mettons en kilogrammes ou en masse solaire de notre galaxie, c'est vraiment pas évident parce que pensez-y, là, notre galaxie, elle contient à peu près 100 milliards d'étoiles. Okay? Chacune de ces étoiles-là peuvent avoir des planètes et les planètes peuvent avoir des lunes et ainsi de suite. Puis aussi, à part les planètes puis les étoiles, il y a d'autres choses, il y a de la matière interstellaire, il y a du gaz, il y a des nébuleuses, fait qu'il y a plein de choses dans notre galaxie. Fait que c'est sûr que pour avoir mettons, la masse exacte de notre galaxie, il faudrait regarder c'est quoi la masse de chacune des étoiles de notre galaxie, plus la masse de chaque planète, plus la masse de chaque nébuleuse, de chaque astéroïde, et ainsi de suite. Fait que ça serait beaucoup trop long à évaluer puis à calculer. Okay? Donc, on utilise d'autres moyens pour estimer, pour évaluer là, la masse de notre galaxie. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que
dépendamment des méthodes qu'on utilise, ça donne pas du tout le même résultat. C'est super intéressant le fait que ça donne pas le même résultat parce que ça nous indique un peu là, ce qu'on va parler dans quelques instants, qui est la masse visible versus la masse invisible dans notre galaxie. On va commencer par la première méthode, qui s'appelle la méthode là, pour déterminer ce qu'on appelle la masse visible de notre galaxie. Donc ça dit un peu c'est quoi là, c'est une technique qui est basée sur ce qu'on voit. Okay. Quand on regarde dans notre galaxie, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit les objets qui émettent de la lumière. Donc, essentiellement, on voit les étoiles. Ce sont les étoiles qui émettent de la lumière. Puis ce qu'on peut faire, c'est que quand on étudie, disons, un échantillon restreint là, des étoiles qui se trouvent dans notre galaxie, ben, on se rend compte que en moyenne, c'est ça qu'on expliquait dans le livre, là, en moyenne, ça prend environ 4 masses solaires d'étoiles pour produire une luminosité qui est égale à une luminosité solaire. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire que les étoiles, elles émettent pas toutes la lumière avec la même efficacité, si vous voulez. Okay. Par exemple, là, mettons le Soleil. Le Soleil, ça c'est un bon exemple. Le Soleil, lui, on sait qu'il y a une masse de 1 masse solaire. Okay. Et le Soleil, ben, on sait qu'il émet une luminosité qui est égale à une luminosité solaire. Okay. Mais les étoiles ont pas toutes la même masse que le Soleil, il y en a qui sont plus massives, d'autres qui sont moins massives. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que la luminosité d'une étoile, c'est pas directement proportionnel à sa masse. Okay? Par exemple, une étoile qui aurait une masse de 2 masses solaires, ben elle va pas produire une luminosité de 2 luminosités solaires. Okay? Elle va produire plus que ça. Elle va produire, je sais pas, mettons, whatever, là, 4 ou 5, mettons, on va dire 5 luminosités solaires. C'est peut-être pas des vrais chiffres, mais ça donne une idée. Okay? Fait que vous voyez, si la masse est 2 fois plus grande, la luminosité est pas 2 fois plus grande, elle est plus que 2 fois plus grande. Okay? Et le contraire est vrai aussi. Si vous avez une étoile là, qui a une masse seulement de la moitié de la masse solaire, mettons 0.5 masse solaire, ça va produire une luminosité qui est pas une demi-luminosité solaire, ça va produire une luminosité qui est plus faible que ça. Ça va produire, mettons, je sais pas moi, 0.2 masse solaire, tiens. Okay. 0.2 luminosité solaire. Okay. Fait que c'est pas linéaire, comme vous voyez. Puis ce qui arrive, c'est que quand on trace un diagramme à chair, vous en avez déjà vu, les vrais diagrammes à chair, là, ce qui arrive, c'est que ben, il y a plus d'étoiles en bas, à droite du diagramme à chair. Hein. Fait qu'il y a plus de petites étoiles que de grosses étoiles lumineuses. C'est sûr, parce qu'on avait déjà dit que les grosses étoiles, c'est elles qui vivent le moins longtemps. Fait que, tu sais, quand les étoiles se forment, pour vrai, il y a à peu près autant de grosses étoiles qui se forment que de petites étoiles moins massives comme ça. Mais comme les étoiles plus massives vivent moins longtemps, ben nécessairement, quand on regarde là, à un certain instant dans l'univers, on retrouve plus de petites étoiles comme ça. Et ces étoiles-là, comme elles sont en bas à droite du diagramme à chair, elles ont des masses plus petites qu'un masse solaire et elles émettent moins qu'une luminosité solaire. C'est pour ça qu'en moyenne, ça prend plus qu'une luminosité solaire pour produire l'équivalent de la lumière que le Soleil produit. Le Soleil, c'est comme si lui était, même dans le fond, il fait monter la moyenne, parce que le Soleil, avec une masse solaire, il produit une luminosité solaire, mais ces étoiles-là qui sont en bas à droite, elles font baisser la moyenne. Okay. Puis quand on met tout ça ensemble, là, ça prend environ là, 4 masses solaires pour produire l'équivalent de une luminosité solaire. Okay. Fait que ça, cette approximation-là est assez difficile à établir. Il faut regarder, c'est ça, comme plusieurs étoiles, regarder c'est quoi leur masse, la luminosité qu'ils produisent, et ainsi de suite. Mais en tout cas, une fois qu'on a établi ce rapport-là ici, l'autre étape est relativement simple, c'est que la luminosité totale que produit la galaxie, c'est une mesure qui est, on va dire, relativement simple à effectuer. C'est qu'on regarde tout simplement dans toutes les directions, on recueille on enregistre la lumière, on recueille combien de lumière est émise. Okay. Puis quand on fait ça, on se rend compte que la galaxie au complet, la Voie lactée, là, au complet, émet environ 25 gigaluminosité solaire. Là. Le G majuscule, ça veut dire giga, ça veut dire milliard. C'est 1 fois 10 à la 9. Là. 1 giga, c'est ça, c'est 1 fois 10 à la 9. Fait que 25 milliards de luminosité solaire. Et avec la petite règle de 3 ici, on sait que pour produire 25 milliards de luminosité solaire par cette approximation-là, ça implique que la masse totale de la galaxie, ce serait environ 100 milliards de masse solaire. Okay? Donc, ça, c'est une des façons qu'on utilise pour déterminer la masse de la galaxie, qui s'appelle la masse visible. C'est une technique qui est basée sur la lumière.
Okay? Et quand on utilise cette technique-là, on se rend compte que la galaxie a une masse d'environ 100 milliards de fois la masse du Soleil. Okay? Mais il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser, et entre autres, une technique que vous allez comprendre, c'est la technique qui s'appelle la technique par la troisième loi de Kepler généralisée, hein, la fameuse formule là, T carré est égal à KA3 sur MC, que on a utilisé plusieurs fois ensemble cette session. Puis on se rappelle, l'idée c'est que si vous avez un objet très massif, avec un objet qui est beaucoup moins massif, qui est en orbite autour de lui, on peut estimer facilement la masse de l'objet massif, là, l'objet central, là, qui s'appelle MC, en appliquant la troisième loi de Kepler généralisée. Donc notre galaxie, c'est sûr que c'est un objet qui est très massif. Si on prend une étoile qui est située là, mettons on dirait la dernière étoile là, qui est située là, à la périphérie de notre galaxie. Cette étoile-là, comme on a dit, est en orbite autour du centre de la galaxie. Donc si on applique la troisième loi de Kepler généralisée à les étoiles qui sont comme ça, là, près de l'extrémité de notre galaxie, ben ça nous donne un chiffre qui est 500 milliards de luminosité solaire. Okay. Fait que vous voyez la différence. Ici, quand on se fie sur la lumière visible, ça nous donne une masse d'environ 100 milliards de masse solaire. Et quand on utilise une technique qui est plus basée sur la gravité, hein, parce qu'on sait que c'est la force de gravité qui va qui va générer en fait cette orbite-là. Okay. Et ça, c'est 500 milliards de masse solaire. Donc, ça, c'est une technique qui est correcte. Ok, c'est correct de faire ça. Puis quand on le fait comme il faut, puis qu'on se trompe pas, là, ça donne bien ça. Mais ça aussi, c'est une technique qui est bonne. Fait qu'il faut pas dire, hein, on a deux méthodes, les deux donnent deux réponses différentes. Ça veut sûrement dire qu'il y en a une qui tu sais, qu'on s'est trompé, on a fait une erreur de calcul, ou peut-être que cette relation-là, c'est pas vrai, ou quelque chose comme ça. Ben non, c'est ça, il n'y a pas d'erreur. Les deux, c'est deux bonnes techniques. Ok, et qui donnent des résultats complètement différents. Il y a un facteur 5. Là. Ici, ça donne 100 milliards de masse solaire. Ici, 500 milliards de masse solaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est ça, les deux techniques sont bonnes. Les deux techniques fonctionnent bien. Mais ce que ça veut dire, nécessairement, c'est que ça implique que dans notre galaxie, il y a un gros pourcentage. Il y a beaucoup de matière qui est invisible. Okay? C'est de la matière qu'on ne voit pas. Fait qu'on l'appelle invisible. C'est de la matière qui n'émet pas de lumière. Okay. Fait que peut-être que c'est pas des étoiles, parce que les étoiles ça émet de la lumière. Fait que c'est d'autres choses. Ça peut être du gaz, on sait pas trop vraiment en fait c'est quoi, mais on sait que c'est là, c'est présent, puis ça interagit gravitationnellement avec les étoiles là, qui sont près de la périphérie de notre galaxie. Donc c'est de la masse, okay, qui crée de la force d'attraction gravitationnelle, mais qui n'est pas des étoiles. C'est autre chose. Okay. Fait que d'une certaine façon, c'est comme si comme on dit, il y a un facteur 5 entre les deux. Fait que c'est comme si, dans le fond, là, la masse visible, quand on regarde autour de nous avec des télescopes, là, ce qu'on voit, ben, c'est essentiellement les étoiles, hein, c'est les objets qui émettent de la lumière. C'est comme si ces objets-là, qui émettent de la lumière dans notre galaxie, ça représente à peu près juste 20% de la masse de notre galaxie, et la grande majorité, environ 80% de la masse que dans notre galaxie, c'est de la masse qui est invisible. Donc c'est de la matière qui n'émet pas de lumière. Okay. C'est un peu comme un iceberg, là, on voit juste comme la pointe émerger de l'iceberg, mais pour de vrai, l'iceberg est beaucoup plus gros en dessous de l'eau. Okay. Fait que c'est à peu près ça, là, 20%, 80%. Fait que nous, on voit seulement 20% de la masse qui est dans notre galaxie, puis le 80%, on le voit pas. Okay. Fait que c'est intriguant quand on dit ça comme ça, puis on se demande, ok, mais c'est quoi de base ce 80%-là? C'est-tu de la matière qui est vraiment invisible? C'est-tu quelque chose de complètement autre? C'est ça qu'on appelle la matière sombre? Ben, c'est ça, faut faire attention. Okay. Juste vous donner comme une espèce de preview, là, on est à la section 8.1, mais je vais tout montrer une acétate de la section 8.8 où on dit, on parle un petit peu de quelque chose comme ça. C'est qu'on pense que dans notre galaxie, il y a des objets qui s'appellent des machos. Okay? Donc là, une petite blague à part, là, quand on parle de machos, là, on parle pas des gars qui vont cruiser les petites pitounes dans les gyms, là, on parle d'autres genres de machos. En astrophysique, ça veut dire autre chose. Là. Les machos, c'est un acronyme qui veut dire Massive Compact Halo Objects. Okay? Donc c'est en anglais évidemment, mais en français ça veut dire c'est des objets massifs qui sont compacts, donc de la matière compactée là, sous forme solide, okay, qui se trouve dans le halo des galaxies. Donc le halo, on l'a dit tout à l'heure, c'est une espèce de sphère là, qui va comme enrober notre galaxie, si vous voulez. Fait qu'on pense que dans le halo des galaxies, il y a des objets
okay, qu'on appelle des machos, justement, qui sont des objets normaux. Fait que c'est pas des objets mystérieux, c'est pas des objets, c'est pas de la matière sombre ou des choses comme ça, c'est juste des objets normaux, mais qui n'émettent pas de lumière. Fait que ça peut être par exemple des roches, ça peut être des fragments de glace, des fragments de roches comme ça, ça peut être des trous noirs. Dans les trous noirs, on sait que c'est un peu mystérieux, mais ça reste quand même de la matière normale qui n'émet pas de lumière. Okay. Parce que la lumière peut pas en sortir. Ça peut être des planètes gazeuses ou des étoiles là, qui sont ratées comme des géantes, des naines brunes. Okay. Donc juste des sphères de gaz comme ça, mais qui sont pas devenues des étoiles. Fait que ça peut être plusieurs choses. Okay. Fait que c'est sûr que tous ces objets-là ensemble, ils ont une certaine masse. Okay. Et ils n'émettent pas de lumière. Fait que c'est sûr que si on a une masse mais qui émettent pas de lumière, ben ils seront pas détectés dans la partie là, visible de notre galaxie. Fait qu'ils vont constituer une certaine partie de la matière invisible. Okay. Donc ça, les machos, on sait qu'ils vont constituer une certaine partie de la matière invisible, mais on pense pas qu'à eux seuls, les machos peuvent expliquer là, 80% de la masse de notre galaxie. Donc oui, vraiment, dans les prochains cours, on en reparlera, là, on pense que vraiment ce qu'on appelle la matière sombre, la matière noire, okay, dans notre galaxie, et qui est de la matière beaucoup plus mystérieuse, là, qui serait vraiment quelque chose de vrai, totalement invisible et qu'on sait pas encore vraiment c'est quoi. Okay? On en reparlera dans les prochains cours. On appelle ça de la matière exotique. On va en parler dans les prochains cours. Mais juste avant de continuer, juste vous dire que les machos comme ça, comme je dis, c'est rien de... Tu sais, des fois on parle de matière invisible, les gens se demandent, ça veut-tu vraiment dire quelque chose qui est invisible? Ben, invisible, ça veut juste dire que on ne le voit pas parce que ça émet pas de lumière. Okay? Mais on s'entend, mettons, je sais pas, là, tu sais, un morceau de roche comme ça dans l'espace, comme une espèce d'astéroïde, tu sais, on le verra pas dans le sens qu'il émet pas de lumière, mais on s'entend que si on prend un vaisseau spatial, on va à côté puis on l'éclaire, ben oui, on va le voir. Fait que c'est pas des objets qui sont invisibles, c'est juste des objets qui n'émettent pas de lumière, donc on ne les voit pas. Ok, c'est juste ça que ça veut dire. Puis sinon, si on... Tu sais, nous, comme je dis tout à l'heure, on habite là... Ben, le Soleil est à 26 000 années-lumière du centre de la galaxie. Puis si on essaie de regarder un petit peu là, qu'est-ce qu'il y a au centre de la galaxie, avant de le faire, on peut juste réaliser que plus qu'on est au centre de la galaxie, plus que la concentration d'étoiles, elle augmente. Okay? Donc, il y a une plus grande concentration d'étoiles au centre de la galaxie que quand on est plus dans le pourtour de la galaxie. Et ça fait en sorte que dépendamment de où on habite dans la galaxie, ben le ciel n'est pas toujours aussi sombre. Nous, quand on est la nuit puis qu'on regarde dans le ciel, ben c'est relativement noir, puis il y a quand même beaucoup, mais il y a un certain nombre de points blancs comme ça. Si on habitait plus au centre de la galaxie, fait que si le soleil, disons, était plus au centre de la galaxie, ben il y aurait beaucoup plus de points blancs la nuit, il y aurait une plus grande concentration de points blancs comme ça, puis même à un point tel que si on habitait vraiment plus au centre de la galaxie, mais à la limite, dans le ciel, la nuit, il ferait même pas noir. Il y aurait tellement de points blancs là, que ce serait très 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 clair. En fait, là, on estime que quand on est au centre, près du centre de la galaxie, il y aurait tellement d'étoiles dans le ciel on en verrait tellement qu'il y aurait tellement de points blancs que ça produirait la même luminosité qu'environ 200 pleines lunes. Donc, imaginez, là, 200 pleines lunes, ça commence à faire quand même beaucoup de lumière. Là, fait qu'il ferait même pas tout à fait noir. Là, il y aurait toujours beaucoup 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 de lumière là, en provenance du ciel. Okay. Puis, c'est ça, évidemment, on s'est demandé, par curiosité, qu'est-ce qu'il y a au centre de notre galaxie, parce qu'on sait que toutes les étoiles sont toutes en orbite autour du centre de la galaxie, puis on s'est demandé, qu'est-ce qu'il y a au centre de la galaxie? Okay. Puis comme je disais tout à l'heure, quand on veut regarder au centre de la galaxie, c'est quand même à 26 000 années-lumière de nous, puis en lumière visible, on n'arrivait pas à le voir, parce qu'il y a beaucoup de poussière, de matière interstellaire, de gaz, tout ça, qui absorbe la lumière visible, fait qu'on n'y arrivait pas. Donc les images que je vais vous montrer maintenant, là, c'est que sont des images qui sont qui nous montrent là, qu'est-ce qui se passe très très près du centre de la galaxie. Vous remarquez que c'est pas des images qui sont en lumière visible, mais ici vous avez des images qui sont en infrarouge, en rayon X, pardon, et c'est des images en infrarouge, fait que c'est pas dans la lumière visible. Okay? Fait qu'on s'approche de plus en plus. Ici on est à 10 années-lumière du centre de la galaxie, ici 6 années-lumière du centre de la galaxie, ici on est rendu à 3 années-lumière, toujours en infrarouge, puis ici on est rendu vraiment proche du centre de la galaxie, là, 0.2 années-lumière au centre de la galaxie, toujours en infrarouge. Okay? Donc ce que vous voyez ici, la petite croix noire, là, ça c'est vraiment le point central de la galaxie, donc toutes les étoiles, incluant le Soleil, là, sont en orbite autour de ce point-là, de ce point central-là.
Okay. Et on s'est demandé qu'est-ce qu'il y a de spécial. On a étudié évidemment ce centre-là pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Et à notre grande surprise, c'est que quand on a regardé exactement qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là, donc qu'est-ce qu'il y avait exactement au centre de la galaxie, ben on a vu qu'il y avait rien. Okay? Quand on regarde avec des télescopes, on ne voit rien. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, c'est juste que ça émet pas de lumière visible. Okay? Par contre, ça émet beaucoup d'ondes radio. Okay? Et ce point-là, on l'appelle le Sagittaire A étoile. Pourquoi? Parce que Sagittaire, c'est une constellation, là, puis le Sagittaire A, c'est une étoile qui est ici, là, qui est près du centre de la galaxie. Et Sagittaire A étoile, ben ça signifie l'espèce d'onde, la source d'onde radio là, qui provient du centre de notre galaxie. Puis, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que ça, quand on regarde exactement au point central, comme je dis, on ne voit rien. Il n'y a pas une étoile, il n'y a pas une source qui émet de la lumière, on voit techniquement rien. Okay? Mais il y a des étoiles, par exemple, qui sont à proximité du centre de la galaxie, puis on a observé ces étoiles-là. Ce qu'on a fait, c'est que, on a regardé l'orbite des étoiles, puis connaissant l'orbite de ces étoiles-là, on était capable de faire des calculs en utilisant essentiellement la troisième loi de Kepler généralisée, et on est venu calculer c'était quoi la masse de ce point-là, la masse là, autour duquel toutes les étoiles semblent tourner. Okay. Fait que ça ressemble un peu à ça. Je vais vous le faire juste une petite vidéo. Là. Fait que c'est un peu ce qui se trouve au centre de la galaxie. Donc vous voyez le point rouge ici, c'est vraiment le point autour duquel toutes les étoiles semblent tourner. Les étoiles sont en orbite là, assez fortement elliptique autour du centre de la galaxie. Et le point rouge, en fait, ce serait comme le foyer principal autour duquel plusieurs étoiles sont en orbite. Okay. Donc on a regardé l'orbite de plusieurs étoiles et on a fait des calculs. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la masse de ce point-là, okay, ça correspond environ à 2,6 millions de masse solaire. Okay. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose ici. On sait pas trop c'est quoi. Mais je dis on sait pas trop c'est quoi. On le sait. Là. Je vais juste faire durer le suspense. Il y a quelque chose ici. Un objet qui a une masse d'environ 2,6 millions de masse solaire et qui n'émet pas de lumière, qui produit pas de lumière, parce que quand on regarde ici, c'est juste sombre, c'est juste du noir, on voit pas, ça produit pas de lumière, mais on sait que c'est un point qu'on fait des calculs, là, qui a 2,6 millions de fois la masse du Soleil. Okay. Et non seulement c'est un objet qui est très 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 massif, mais c'est un objet qui est nécessairement relativement petit, hein, parce que vous voyez, il y a des étoiles là, qui sont en orbite, là, qui passent très 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 proche de ce point-là, puis qui foncent pas dedans. Okay, fait que ça veut dire que l'objet comme tel, c'est pas un objet qui est, mettons, gros comme ça, parce que les étoiles fonceraient dedans. Okay? Puis si on remet l'animation, vous voyez l'étoile qui est ici, là, elle passe comme vraiment très 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 proche. Fait que c'est sûr que l'objet peut pas être gros. Il est relativement petit. Regardez l'étoile ici, elle a passé là super proche comme ça, puis elle a pas foncé dans rien, elle a pas cogné dans rien. Fait que le point qui est là, il faut qu'il soit vraiment très 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 petit. Donc quel objet peut être à la fois très 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 massif et très 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 petit? Un objet très 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 massif et à la fois très 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 petit, ça signifie donc un objet qui est très 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 dense, très 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 compacté et donc qui a une masse volumique excessivement grande. Puis quand on fait les calculs, on se rend compte que ça donne une masse volumique qui est tellement grande que nécessairement cet objet-là, c'est comme quasiment obligé, là, obligatoirement, c'est que c'est un trou noir, tout simplement. Okay. Donc ça c'est un résultat qu'on a trouvé au fil des années. Okay. On s'est rendu compte qu'au centre de notre galaxie, la Voie lactée, il y avait un énorme trou noir, on appelle ça un trou noir géant, okay, qui a plusieurs millions de fois la masse du Soleil. Okay. Et après ça, on a observé d'autres galaxies, puis on s'est rendu compte que ça, c'est assez généralisé. Okay. En fait, toutes les galaxies au centre des galaxies, il y a toujours là, un trou noir là, très 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 massif. Okay? Puis même il y a des trous noirs qui ont dans d'autres galaxies, il y a des trous noirs qui ont des masses beaucoup plus grandes que 2,6 millions de masse solaire. Il y en a qui c'est en milliards de masse solaire. Okay? Et fait que c'est ça. Fait que la Voie lactée est comme ça, mais elle fait pas exception. Là. La plupart des. Pas la plupart, carrément toutes les galaxies sont comme ça. Ils ont toutes un gros trou noir central autour duquel les étoiles vont être en orbite. Okay. Fait que c'est vrai pour la Voie lactée, c'est vrai pour les autres galaxies aussi. Okay. Mais sinon, quand on parle de la Voie lactée, on parle évidemment de notre galaxie à nous, mais il faut quand même savoir qu'il existe d'autres galaxies, évidemment, là, autour de nous, mais il y en a qui sont beaucoup plus petites que la nôtre.
Donc, il y a des galaxies qu'on appelle des fois des galaxies satellites ou des galaxies compagnons là, qui vont être en orbite autour du centre d'autres galaxies plus grosses. Et je sais pas si vous avez déjà entendu parler, là, le grand nuage de Magellan et le petit nuage de Magellan, ça en sont des exemples. Ça, c'est des petites galaxies naines qui sont beaucoup plus petites que la Voie lactée, puis qui sont comme en orbite là, autour du centre de la Voie lactée, eux aussi. Okay. Fait qu'ils ont des masses beaucoup plus petites que la masse de la Voie lactée. Puis ici, on donne les distances, leur grosseur, tout ça. Fait qu'encore une fois, les chiffres sont vraiment pas importants. Là. Mais je voulais juste. Moi, j'ai pris ces chiffres-là, j'ai fait une petite mini simulation. Fait que ça ressemblerait à ça. Ça, c'est notre Voie lactée vue de haut. Donc la Voie lactée, c'est ce que vous avez au centre ici. En gris plus foncé, c'est le bulbe central. Ici, vous avez le disque. Fait que ça, ce serait la Voie lactée. Et le schéma est à l'échelle. Fait que, ça, ce serait le gros rond, c'est le grand nuage de Magellan. Puis l'autre, c'est le petit nuage de Magellan. Donc, c'est à l'échelle avec les bonnes distances, les bonnes têtes, tout ça. Fait que c'est deux galaxies qui sont beaucoup plus petites que la Voie lactée. Puis qui sont en orbite, là, autour de la Voie lactée. Comme ça. C'est comme si c'était des satellites, un peu. C'est comme des galaxies qui agissent comme des satellites pour notre galaxie à nous. Okay. Ça, c'en est deux, ben c'est les deux plus grosses galaxies satellites, là, c'est les plus populaires là, aussi. Là. Il y en a d'autres aussi. Ok, il n'y a pas juste ces deux-là, il y en a d'autres aussi qui sont un peu plus petites, qu'on parle un peu moins. Des fois, ils n'ont pas nécessairement de nom, là, mais c'est ça, ils sont un petit peu moins importantes. Okay. Puis ça, c'est pour des petites galaxies plus petites que la nôtre. Okay? Mais si on regarde là, les autres galaxies, disons, assez importantes, qu'on appelle les galaxies principales, là, donc grosses après comme la Voie lactée ou même des fois un petit peu plus grosses. Donc près de nous, la plus proche, c'est une galaxie qui s'appelle Andromède. Donc vous avez sûrement déjà entendu ce mot-là. Donc la galaxie Andromède, c'est la galaxie principale, on va dire, là, qui est la plus proche de nous, est à 2,5 millions d'années-lumière, ressemble à ça. C'est une galaxie spirale, elle aussi. Puis vous voyez, dans le fond, elle aussi, elle a des petites galaxies, là, qui sont des petites galaxies naines en orbite autour d'elle. Donc cette petite galaxie-là, puis cette petite galaxie-là sont en train de tourner là, autour d'Andromède. Fait que c'est un petit peu comme l'équivalent là, du grand nuage de Magellan, puis du petit nuage de Magellan pour nous. Okay. Puis ça, si on regarde comme dans le voisinage immédiat de la Voie lactée, c'est ce qu'on appelle l'amas local. Fait que vous avez ici un espèce de schéma. Là. Fait que la Voie lactée, elle est ici. Et il y a Andromède. Donc la Voie lactée puis Andromède, c'est deux galaxies qui sont relativement grosses. Okay? Il y a une autre galaxie qui est comme un peu intermédiaire qui s'appelle M33, qui est proche d'Andromède. Okay. Puis sinon, les petits points que vous voyez là, c'est toutes des petites galaxies naines. Donc ici, entre autres, là, le SMC puis le LMC, c'est en anglais, c'est le Small Magellan Cloud puis le Large Magellan Cloud, donc le petit et grand nuage de Magellan. Puis on a quelques autres, comme ça, des petites galaxies, là, des petites galaxies naines là, qui sont en orbite autour de la Voie lactée. Il y a des petites galaxies naines en orbite autour d'Andromède aussi. Okay. Mais tu sais, en gros, ça ressemble à ça, là, comme qu'est-ce qui se trouve près de nous dans l'univers. Il y a nous puis il y a Andromède qui sont les deux grosses galaxies, puis il y a quelques petites galaxies là, en orbite autour de nous. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'amas local. Et tout ça, c'est en orbite, ok, autour d'un autre groupement de galaxies beaucoup plus gros qui s'appelle l'amas de la Vierge, qui contient là, environ 2000 galaxies qui se situent à 60 millions d'années-lumière de nous. Okay. Fait que c'est juste, en fond, pour vous montrer que dans l'univers, tout est il n'y a rien qui est vraiment fixe, tout est en mouvement, tout est en train de tourner autour de quelque chose d'autre. Hein. C'est tout le temps les petits objets tournent autour des plus gros. Fait que les petites galaxies sont en orbite autour de nous, qu'on est plus grosses, puis nous on est en orbite autour de quelque chose d'encore plus gros et plus massif que nous. Okay? Donc souvent c'est ça qui se passe dans l'univers, les petits objets tournent autour des plus gros, puis des plus massifs. Okay? Si on veut classifier un petit peu les galaxies, okay. Ben, nous, comme on a dit, la galaxie, notre galaxie à nous, la Voie lactée, c'est une galaxie qu'on appelle une galaxie spirale. Mais en fait, il y a deux grands types de galaxies, deux sortes de galaxies qu'on trouve dans l'univers. Il y a les galaxies spirales, comme la Voie lactée, et il y a les galaxies elliptiques, qu'on va parler maintenant. Et c'est à peu près les deux seules sortes de galaxies qui existent. Okay. Il y a des galaxies qui sont autre chose que ça, sont plutôt rares, là, puis quand ça arrive, on les appelle tout simplement des galaxies irrégulières. Fait qu'on peut presque considérer qu'il y a juste deux sortes de galaxies principales là, dans l'univers. Okay. Nous, on n'ira pas vraiment plus loin que ça. On va juste dire, là, il y a deux grandes sortes de galaxies, les spirales et les elliptiques. C'est sûr que si, je sais pas, mettons un jour vous devenez un astronome professionnel, ben oui, sûr qu'il y a moyen de faire des sous-catégories puis des classements un peu plus raffinés. Comme par exemple les galaxies elliptiques, on peut les classer par leur excentricité.
Les galaxies spirales, des fois, on peut il y a des petites nuances. Il y a des galaxies spirales qui sont, on appelle ça des spirales barrées, puis des spirales qui sont pas barrées. Donc ça dépend, parce qu'il y a certaines galaxies spirales qui ont une espèce de barre là, qui passe au centre. Je peux même vous en montrer des images. Ça, c'est une galaxie spirale normale, qui est pas barrée. Okay. Et ça, c'est une galaxie spirale barrée, parce que justement, au centre, on retrouve une espèce de rectangle comme une barre d'étoiles qui traverse le centre. À partir ensuite de ça, il peut y avoir des bras spiraux là, qui vont se dessiner, mais une espèce de barre d'étoiles au centre de la galaxie. Fait que vous voyez la différence entre les deux. Fait que oui, ça, c'est sûr qu'on peut aller dans des classifications un peu plus raffinées, mais nous, pour les besoins de notre cours, on a justement besoin de faire la différence là, entre les spirales et les elliptiques. Okay. Ça, c'est une galaxie elliptique, donc ça ressemble pas à une galaxie spirale, c'est assez différent. C'est juste plusieurs étoiles là, qui sont en orbite là, de manière un peu chaotique là, autour du centre de la galaxie. Puis quand c'est des galaxies qui ont des formes un peu bizarres, comme celle-ci, on peut pas vraiment dire que c'est une galaxie spirale, on peut pas vraiment dire que c'est une galaxie elliptique non plus. On appelle ça tout simplement une galaxie irrégulière. C'est comme si elle rentrait pas vraiment dans une des deux catégories principales. On sait pas trop comment la classer, fait qu'on l'appelle tout simplement une galaxie irrégulière. Okay. C'est ça. Mais les deux grands types de galaxies, c'est ceux-là. Okay? C'est les plus répandus. Fait que dès que vous regardez une galaxie dans l'univers, là, fort probablement que ça va être un de ces deux types-là, parce que c'est les deux plus communs. C'est les deux types qu'on rencontre les plus souvent. Et on va justement tenter de les comparer, ces deux-là. Il y a comme trois grandes différences majeures qu'on peut noter entre ces deux types de galaxies-là. Donc ça, c'est la galaxie spirale, et ça, c'est la galaxie elliptique. Okay. Ben, premièrement, c'est que la forme des galaxies est différente. Une galaxie spirale, c'est pas la même forme qu'une galaxie elliptique. Une galaxie spirale, c'est relativement plat. Okay. Et en fait, c'est comme si on regarde la forme des orbites, c'est que, comme on a dit, là, la grande majorité des étoiles là-dedans, là, 90% là, de la masse de la galaxie, c'est vraiment situé dans une espèce de disque. Donc un disque, c'est quelque chose qui est en deux dimensions. Okay. Et les étoiles, comme on a dit tout à l'heure, dans le disque, elles tournent toutes là, dans le même sens autour du centre de la galaxie. Fait que ça a un mouvement qui est quand même assez ordonné. Okay. Alors que dans une galaxie elliptique, on le voit peut-être pas super bien sur l'image, mais c'est vraiment quelque chose qui est en 3 dimensions. Donc ça ressemble plus à une sphère, ou des fois c'est un petit peu elliptique, fait que ça peut ressembler plus à un œuf, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui est en 3 dimensions. Et non un disque aplati en 2 dimensions. Et les étoiles là-dedans, elles se promènent n'importe comment. Il y a des étoiles qui sont là, qui ont des orbites très très elliptiques. Elles peuvent tourner dans une direction ou dans l'autre direction. On peut avoir 2 étoiles une à côté de l'autre qui vont dans 2 directions différentes. Ça ressemble un peu à ce qu'on trouve là, finalement dans le bulbe central des galaxies, comme on avait vu tout à l'heure. C'est beaucoup plus chaotique, alors que dans le disque, c'est beaucoup plus ordonné. Donc une galaxie elliptique, c'est un peu ça. C'est juste comme un gros... C'est juste comme un gros fouillis, là. C'est chaotique au bout. C'est juste plein d'étoiles qui tournent dans des plans, puis avec des formes, des excentricités vraiment très très différentes. Là. Fait que c'est vraiment n'importe quoi. Okay, c'est très très chaotique. Fait que ça, c'est une des grandes différences. Donc la forme et le fait que ça ce soit bien ordonné, puis ça c'est plus chaotique. Okay. L'autre élément qui est intéressant, c'est au niveau de la matière interstellaire. Okay. Si on regarde une galaxie spirale, ben une des premières choses qu'on voit, c'est que justement, il y a ce qu'on avait dit tout à l'heure, les bras spiraux, là, les régions qui sont un peu plus bleutées. Et ça, on voit là, la poussière, la matière interstellaire. Il y en a vraiment beaucoup dans le disque. Alors que dans les galaxies elliptiques, mais vous remarquez qu'il n'y a pas de matière interstellaire, il n'y a pas d'espèce de bande comme ça de gaz et de matière. Une galaxie elliptique, c'est juste des étoiles. Okay? Il n'y a comme pas de matière interstellaire vraiment, c'est vraiment que plein d'étoiles. Okay? Il n'y a presque pas de gaz, presque pas de nébuleuse, c'est vraiment juste des étoiles. Okay? Donc ça explique pourquoi on voit pas de bras spiraux, de régions un peu plus bleutées comme ça. Okay? Deuxième différence. Puis la dernière différence, c'est plus au niveau des spectres lumineux, mais c'est relié un petit peu à la matière interstellaire et à l'absence de matière interstellaire. C'est qu'en fait, si on regarde le type spectral d'une galaxie dans son ensemble, à quoi ça va ressembler? Ben, c'est sûr que dans une galaxie, il y a plusieurs, il y a des millions, mais il y a des milliards d'étoiles, fait que il y a des étoiles de type O, de type B, de type A jusqu'à type M. Mais quand on regarde le spectre total là, de la galaxie, à quoi ça va ressembler? Ben, une galaxie
euh, elliptique, ça a un spectre total qui ressemble à une étoile de type G. Okay? Donc une étoile un peu comme le Soleil. Okay? Donc si vous regardez une galaxie elliptique vue de loin, puis vous enregistrez la lumière que ça a, si on fait comme une moyenne sur toute la galaxie, là, ça donne quelque chose qui ressemble là, à une étoile de type G. Okay. Alors que si on fait la même chose pour une galaxie spirale, ben ça va plutôt donner le spectre global d'une étoile de type F. Okay. Et la différence entre une étoile de type G et une étoile de type F, ben, c'est la température, mais c'est aussi la couleur de la lumière, si vous voulez. Plus qu'on est à gauche du diagramme Archer, plus que les étoiles ont tendance à être un peu plus bleutées, parce qu'elles émettent là, ils ont des températures plus élevées. Les étoiles les plus froides vont émettre un peu plus de rouge. Okay? Fait que ça, c'est une différence. Le spectre des galaxies. Mais en même temps, c'est un peu normal parce que on dit les galaxies spirales ils ressemblent plus à des étoiles ils ont le même spectre que des étoiles de type F. Les galaxies elliptiques ont le même spectre que des étoiles de type G. Donc, conclusion, les galaxies spirales, ils ont un spectre un peu plus bleuté que les galaxies elliptiques. Ben, c'est sûr, parce que quand on regarde les galaxies spirales, justement, il y a de la matière interstellaire, il y a les bras spiraux qui sont de couleur un peu plus bleutée, comme on a dit tout à l'heure. Fait que c'est sûr que si vous regardez le spectre d'une galaxie spirale, ça va être un peu plus bleuté que si vous regardez le spectre d'une galaxie elliptique. Fait que, tu sais, visuellement, on le voit, puis ça s'explique un peu par la matière interstellaire. Puis quand on prend des mesures là, avec des détecteurs de lumière, ben ça paraît aussi. Ça donne des spectres qui sont différents. Okay. Donc, en tout cas, c'est ça les trois différences majeures qu'il y a entre les galaxies spirales puis les galaxies elliptiques. Fait que pour l'instant, on va s'arrêter ici. Okay. Puis, comme je disais tout à l'heure, là, c'est que là, on a parlé un petit peu des galaxies, on a parlé de la Voie lactée, qui est notre galaxie à nous, mais on a parlé, c'est ça, on a vu là, les deux grands types de galaxies qui existent, les spirales puis les elliptiques. Et à la prochaine section, là, la section S11B, on va voir qu'est-ce qui arrive quand deux galaxies sont en interaction ensemble. Donc, quand deux galaxies se rencontrent dans l'univers ou quand deux galaxies se foncent dedans l'une dans l'autre. Et qu'est-ce que ça va engendrer comme phénomène. Ça va être assez spectaculaire, qu'est-ce qui peut se produire. Donc, on va voir ça à la prochaine section. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.